Donc bonsoir à toutes et tous, bienvenue aux derniers qui nous rejoignent. On a le plaisir ce soir d'accueillir Jean-Christophe Breillat, donc avocat au CDES, CDES que maintenant vous devez connaître après le premier séminaire où on a plusieurs intervenants. L'idée c'est de se retrouver ce soir pour vous parler des instances internationales de la gouvernance du sport. On n'a pas un enjeu à faire de vous des experts de ces sujets-là, mais plutôt de vous acculturer qui sont ces acteurs, quel rôle ils peuvent jouer, demain aussi dans vos futurs postes au sein de fédération, c'est des choses aussi qui sont importantes à connaître. Donc voilà, on a découpé le webinaire en deux séances, donc on se voit ce soir, on se reverra le 12 juin. Vous verrez, il y a quand même pas mal de choses qu'on veut vous évoquer. Donc voilà, on sera donc dans le module 2 autour de la gouvernance du sport. Comme vous l'avez fait sur le séminaire de lancement, n'hésitez pas à poser des questions, hein. L'enjeu, c'est que vous puissiez échanger librement avec Jean-Christophe par rapport à ce qu'il va vous présenter. Et c'est aussi toujours plus sympa pour nous quand ça interagit durant les échanges. Hop, Jean-Christophe, je te laisse te présenter. Et puis je te laisse la main derrière sur le partage notamment. Juste, je vous avais un QR code à l'écran, pardon. On va fonctionner avec l'action. Vous verrez, il y aura différentes interactions. Vous pouvez déjà le scanner pour commencer à vous connecter. Mais je vous le remettrai tout à l'heure si besoin. Ok, merci pour cette intro. Donc, effectivement, je m'appelle Jean-Christophe Breillat. Je suis avocat spécialiste en droit du sport. Je travaille au Centre de droit et d'économie du sport depuis, vous étiez même pas né. Donc, c'était tout en noir et blanc. C'était en 1995 que j'ai commencé là-bas. Et voilà, on travaille avec pas mal de fédérations sportives, ligues professionnelles, ça c'est sur la partie avocat, et puis sur la partie formation. Donc on fait des formations, comme par exemple Romain a suivi, et moi-même aussi il y a quelques années, un Master 2 droit et économie du sport, mais des formations aussi comme vous voilà, pour poser un petit peu les bases. Et on fait aussi notamment en partenariat avec des institutions sportives internationales, des formations de dirigeants internationaux. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du MESGO. Vous taperez sur Internet, MESGO. C'est un diplôme pour les cadres du mouvement sportif international qu'on organise en partenariat avec l'UEFA, notamment. Et voilà. Et donc, pourquoi je vous en parle? Parce que peut-être qu'un jour, vous ferez partie des cadres du mouvement sportif international et que vous suivrez cette formation. Mais aussi, il y a certains éléments que moi-même j'ai appris en préparant des sessions de formation dans cette formation qui vont me servir aujourd'hui pour vous. Alors, comme l'a dit Romain, pour votre santé et pour la mienne, il n'est pas question que ce soit 2 fois 1 heure de monologue. Donc, vous m'interrompez, surtout si il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je dis toujours, là, Romain, il va rigoler parce il l'a entendu plein de fois, mais il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des gens qui regrettent de ne pas avoir posé des questions au bon moment. Donc, vous m'interrompez. Alors, le truc, c'est que c'est facile quand on est ensemble dans une salle pour m'interrompre. Via Teams, c'est moins évident. J'essaierai de jeter un œil pour voir s'il y a Ouais. des petites mains virtuelles qui se lèvent, mais Je serai le sinon, modérateur, ne t'inquiète pas. vous ouvrez le micro, vous élevez la voix, ou Romain, si tu repères des choses, là aussi, tu Ouais, m'interromps. pas de Donc, souci. effectivement, on a prévu à quelques petits moments des petites pastilles de respiration pour que je reprenne mon souffle et que voilà, vous travaillez un petit peu. Enfin, je vous rassure, hein, ça va pas être bien violent, mais c'est voilà, juste pour que ça soit un peu interactif. Alors, le premier moment compliqué est arrivé. Je vais devoir partager mon écran. Je précise que moi, je suis habitué à Zoom. Donc, évidemment, à chaque fois, c'est Teams. J'ai des soucis, mais là aussi, ça devrait bien se passer. Alors, je me mets en plein écran. Toc, je reviens là. Oui, le Teams, il est là. Je partage. Hop, Parfait. Je vais juste le mettre ça en plein écran. marche. Ouais, pas de souci. Je vais juste faire l'affichage. À l'écran, vous avez et le support et Jean-Christophe, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai essayé de vous le mettre avec le support en principal, mais tu peux attaquer, je vais Ouais, gérer. sauf que du coup, moi, j'ai pas la. Oh, putain, c'est chiant. J'ai pas la version Le Ah QR si, code, je... voilà. Là, vous avez le diaporama. Voilà, vous n'avez on a pas le les diapo. slides. Vous n'avez pas la Non, slide non, suivante qui ouais, s'affiche à gauche, quoi, ce que je veux dire. c'est bon, on est bon, ouais. Ok, donc alors du coup, moi, je ne vois que mon diaporama. Je ne vous vois pas. Donc là, si vous voulez m'interrompre, il faut hurler dans le micro, hein. Ne D'accord? t'inquiète pas, je suis là. Je prends.
Bien, donc quelques notions, quelques éléments fondamentaux sur la gouvernance du sport au niveau international. Donc voilà, quelques petits propos introductifs. Et puis après, on passera. Alors, c'est un plan qui est totalement déséquilibré, mais c'est assumé. Donc déjà, il y a une partie où il y a trois sous-parties, il y a une autre, il n'y en a que deux. Et le plus gros qui va utiliser les trois quarts de nos 2 heures, c'est le grand 2, l'organisation générale du mouvement sportif international. Et puis, donc là-dedans, on parlera des différents modèles d'organisation du sport en Europe, parce que vous avez peut-être entendu parler du modèle européen du sport. Donc déjà, ça, c'est un bien grand mot, parce que en Europe, il y a plusieurs façons d'organiser le sport. On essaiera de dresser une sorte de typologie des fédérations internationales. Alors évidemment, il ne s'agit pas de les connaître toutes par cœur, leur fonctionnement, mais d'en dégager les caractéristiques principales. Et puis, on dira quelques mots sur la localisation des organisations sportives internationales. Vous avez peut-être remarqué qu'elles sont souvent en Suisse. Pourquoi? Bah, vous avez peut-être des idées là-dessus, peut-être des idées préconçues d'ailleurs, et on en dira quelques mots. Et puis donc, on terminera par la résolution des litiges au plan international, avec quelques éléments généraux, puis un focus sur le TAS. Là aussi, le TAS, peut-être que ça vous évoque quelque chose. Alors, c'est quoi le sport international d'un point de vue institutionnel? Donc, alors pendant très longtemps, mais là aussi, peut-être que vous êtes moins imprégné de cette culture, étant donné vos âges, mais pendant longtemps, sport international égale FIFA, égale CIO, égale FIBA dans le basket, voilà, des institutions au niveau européen, hein. On a eu samedi soir la Champions League qui est gérée en football, qui est gérée par l'UEFA. Mais en gros, institution sportive internationale, c'était le CIO et les fédérations internationales, point à la ligne. Mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, bah, au cours des 30 dernières années, il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus, qui ont vu le jour et puis par certains aspects qui font concurrence à ce qu'on appelle le mouvement sportif traditionnel, le mouvement olympique. Et bien entendu, tout ça, ça a des conséquences qu'on va détailler dans quelques instants sur le paysage institutionnel du sport international. Donc, quelles sont les institutions qui font le sport international? Sur la gouvernance du mouvement sportif international, comment il est organisé, géré, régulé, et puis sur les missions des fédérations internationales. Donc, on va commencer à vous faire travailler parce que je suis déjà fatigué. Et donc, si je vous demande comme ça, quelles sont les institutions sportives que vous placeriez sur la carte du sport international? Alors, je vous ai déjà dit CIO, UEFA, par exemple. Mais voilà, essayez de penser large et dites-moi quelles sont les institutions sportives que vous placeriez voilà, sur la carte du sport international. Donc là, la manip, si je me souviens bien, Romain, j'arrête de partager et je te C'est ça. redonne la main pour Ouais, partager le klaxon. je vous ai ouvert un board sur Klaxoon. Jacques a remis le lien pour ceux qui n'avaient pas pu prendre le QR code, c'est parfait. Donc là, il n'y a pas Normalement, de bonne et de mauvaise réponse, hein. Vous balancez les idées qui vous passent par la tête et puis on verra ce qu'on en fait. donc là, je vous ai ouvert un board sous Klaxoon. En cliquant sur le plus, vous pouvez déposer un post-it. L'idée, c'est que vous balanciez un peu toutes les idées que vous pouvez avoir Voilà, sur ce sujet-là. Hop là. voilà par exemple, là, voilà. Agencement international, je fais l'international. Oui, parfait. Alors évidemment, vous avez le droit de reciter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein. C'est pas interdit. Et t'es pas derrière les petits bonhommes qui se baladent, la Pierre, Léo, Ouais, Romain, le tout ça, petit hein. évolue. Commission européenne, DG Sport. Ouais. Je vais le mettre là. World Rugby. On va le mettre là. Fédération internationale du transport. Hop. La fibre. Hop. Nous avons quelqu'un du volet, visiblement.
N'hésitez pas quand vous prendrez la parole à dire de quelle Mhm. discipline vous venez, ça nous permet aussi de nous Alors, recontextualiser. une des difficultés alors, du sport en général et du sport international en particulier, c'est que c'est farci de sigles. Alors évidemment, il y en a, ils sont évidents, puis d'autres, un petit peu moins. Le TAS, je vais mettre là. Ligue internationale. TF, on est là. FICEP. Ouais, je l'ai pas celui-là. Moi non plus. J'ai pas la ref. Mais ça. C'est la personne qui a mis FICEP veut prendre le micro. C'est une fédération internationale à laquelle la Fédération sportive et culturelle de France est liée. Ok, D'accord. Ok. ça marche. J'ai forcément mis le CIO tout en haut, je suis obligé. Tac, on va être là. Il y en a un sur la gauche. Bon, le rugby, on va mettre là. Il y en a un qui s'est caché au-dessus du CIO là-bas, je sais pas qui, mais Ouais, je un petit bout remonte. qui dépasse. Les Ah fédérations oui, fait. européennes. Je D'accord. vais mettre... Attends, c'est international, elle va aller là. Je le mets en haut aussi, question de présidence. Ah, Dans le niveau Gaïs, qu'on a il y en a l'UCI et qui. celui du CNO. Ouais, ça c'est. Ok. Ok, on est pas mal. On est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Ouais. On est tout bon. Bah, on est pas mal, on est pas mal. Je vois que le rugby a des fans, donc ok. Bon, ben c'est effectivement c'est pas mal. Vous avez, il y a des réponses qui sont intéressantes, en tout cas qui n'étaient pas forcément attendues. Donc félicitations. Ah oui, alors maintenant il faut que je me reprenne la main sur le partage. Tac. C'est revenu, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. OK. Bon, alors j'ai mis les clubs et les joueurs. Ça, c'est pas des institutions sportives internationales, mais c'est quand même c'est quand même eux qui font le sport avant tout. Alors joueurs, joueuses, hein, pardon, mais en termes de place, je suis un peu limité. Donc j'ai mis au niveau national, là aussi, c'est pas le mouvement sportif international, mais c'est quand même important. Et vous êtes la plupart des personnes qui avaient ou commençaient à avoir des responsabilités au niveau national, donc les fédérations nationales, hein, naturellement, auxquelles sont affiliés les clubs. Je vous rappelle que les membres des fédérations nationales, ce ne sont pas les pratiquants, ce ne sont pas les licenciés, ce sont les clubs, hein. Les fédérations nationales, ce sont des associations de personnes morales que sont les clubs. Les pratiquants sont liés aux fédérations nationales par un lien juridique qu'on appelle la licence, mais juridiquement, ce ne sont pas des membres des fédérations nationales. Les pratiquants, ils sont membres des clubs au niveau local. Les ligues professionnelles nationales, naturellement, pour tout ce qui est le secteur professionnel, donc en rugby, en foot, en volley, en basket, handball, etc., etc. D'ailleurs, pour ceux qui se passionnent euh, qui sont passionnés par les lois sur le sport, il y a actuellement en discussion une proposition de loi pour réformer un peu le sport professionnel. Et puis, naturellement, comités nationaux olympiques. En France, le CNOSF. On peut rajouter aussi, je ne sais même pas si je l'ai mis, et c'est pas bien si je l'ai oublié, le CPSF, le Comité paralympique et sportif français. Et plutôt que de m'écouter ce soir, vous pourriez être branché sur Sport en France pour regarder en direct le débat des deux candidats à la présidence du CNOSF, Amélie Oudéa-Castéra et Didier Seminet, mais ça doit être disponible en replay, donc vous regarderez ça tranquille ce soir. Hop, je me suis trompé de bouton. Donc au niveau international, bah, vous l'aviez vu évidemment, les fédérations internationales, le CIO,
des fédérations continentales. Alors, avec ou sans autonomie juridique, c'est une petite précision. Par exemple, l'UEFA est une organisation continentale européenne qui a une autonomie juridique vis-à-vis de la FIFA. Hein, c'est une structure juridique propre. Par contre, dans le basket, vous n'avez pas l'équivalent de la FIBA en Europe, en Afrique, en Asie, etc., etc. Vous avez des FIBA Europe, des FIBA Afrique, des FIBA Asie, des FIBA Amérique, mais ce sont juridiquement des filiales de la FIBA, de la Fédération internationale de basket, qui ont quasiment aucune marge de manœuvre par rapport, en termes d'organisation, de gouvernance, par rapport à la FIBA. Dans le football, c'est un petit peu plus souple. Et en général, au niveau continental, les unions continentales ont plus d'autonomie que dans le cas du basket. Vous avez également des associations de comités nationaux olympiques. Je crois que quelqu'un a marqué les comités olympiques européens. Alors le sigle, c'est EOC, European Olympic Committee. Souvent, c'est en anglais. Donc, qui, comme son nom l'indique, regroupe les comités nationaux olympiques des différents pays d'Europe pour mener des actions communes. Vous avez des comités d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Paris 2024, bientôt les Alpes 2030. Entre-temps, il y aura Los Angeles 2028, ensuite Brisbane en 2032. Vous avez des associations de fédérations internationales, donc qui fédèrent les fédérations internationales, d'accord? Et vous en avez plusieurs selon le type de fédération internationale. Alors là aussi, bonjour les sigles. Vous avez la SOIF, qui est l'association, en gros, des fédérations internationales qui gèrent des sports olympiques d'été. Vous avez l'AIOWF, W pour Winter. C'est l'association qui regroupe les fédérations internationales qui gèrent des disciplines olympiques d'hiver. Vous avez la RIS, qui est l'association des fédérations internationales qui ne gèrent pas des disciplines olympiques, mais qui sont quand même reconnues par le CIO. Parce qu'on peut être reconnu par le CIO, c'est-à-dire il constate que vous existez, que vous réunissez un certain nombre de critères, mais pour autant, vous n'êtes pas au programme des Jeux olympiques. L'AIMS, bah, c'est un peu ce qui reste, c'est quelque chose qui regroupe les fédérations internationales qui ne sont pas aux Jeux olympiques et qui ne sont pas ou qui ne sont pas encore reconnus par le CIO ou qui n'ont pas souhaité être reconnus par le CIO, ça peut arriver. Alors GAISF, là aussi, hein, c'est un acronyme anglais, quelqu'un l'a mis, je crois, tout à l'heure. C'était plus connu sous le nom de Sport Accord. C'était la fédération de l'ensemble des fédérations internationales, peu importe qu'elles soient au programme des Jeux olympiques, reconnues par le CIO, etc., etc. Alors j'ai dit était parce que cette association a été supprimée très récemment en 2022. Donc voilà, on peut la citer pour mémoire, et elle est toujours sur mon PowerPoint, mais elle n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle commençait à prendre un petit peu de place, et donc le CIO a fait en sorte qu'elle se saborde, on va dire. Et puis, bon, il y en a plein d'autres, hein, des associations de FI. Je vous cite aussi, dont vous entendrez peut-être parler, ETS, c'est European Team Sport. C'est quelque chose qui fédère un peu les fédérations européennes de sport d'équipe. Donc là, vous allez retrouver l'UEFA, l'EHF qui gère le handball au niveau européen, etc., etc. Voilà. Souvent, c'est des organes qui n'ont pas réellement de pouvoir de décision, mais qui sont des endroits, des instances de concertation, de lobbying, etc. Vous avez ce que j'appelle la business family, où là, on va retrouver des organismes qui ont pour objet premier de faire de l'argent, hein, comme une société commerciale. Donc faire de l'argent dans le sport, c'est pas en soi mal, c'est pas sale, c'est pas un problème en soi, mais vous avez des organismes qui brassent énormément d'argent, mais dont la finalité première reste le sport, et l'argent, même parfois beaucoup d'argent, n'est qu'un moyen pour avoir une finalité sportive. On parlait de la FIBA, on parlait de l'UEFA,
ces organismes, ou le CIO, gèrent énormément d'argent, mais le but premier n'est pas faire de l'argent pour redistribuer sous forme de dividendes à des actionnaires, c'est de faire de l'argent pour ensuite que ce soit réinvesti dans le sport. Par contre, vous avez des structures au niveau international, comme Rugby World Cup, qui gère la Coupe du Monde de rugby, qui est une société commerciale, comme le PCR, qui gère les Coupes d'Europe de rugby, la SAS Euro 2016, qui avait été constituée lors de l'Euro 2016 de football en France, sous forme de société pour gérer le championnat d'Europe de football, la Formula One, l'ATP, le PGA en golf, Cosmos, qui a racheté la Coupe Davis en tennis, la Super League, bon là qui est un petit peu mortenay, tout ça, ce sont des organismes qui ont évidemment des objectifs sportifs, mais dont la finalité première est avant tout de faire de l'argent pour être ensuite redistribué à des actionnaires. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on les appelle la business family. Alors, certains sont clairement business, par exemple Cosmos, hein, le truc qui a récupéré la Coupe Davis. D'autres, comme dans le rugby, la Rugby World Cup ou le PCR ou la SAS Euro 2016 en football, sont plus à la marge et tendent quand même à avoir des objectifs sportifs en premier lieu, mais dans toutes ces organisations, l'objectif financier est assez prégnant. Vous avez des choses un petit peu, des organismes qui sont, alors, je les ai mis dans la catégorie autre, alors évidemment, on pourrait me dire, oui, mais certains, on pourrait plutôt les mettre ici ou là. Mais on va retrouver là, par exemple, l'IPC, hein, le Comité paralympique international, le CISM qui gère les Jeux mondiaux militaires, la FISU qui gère le sport universitaire au niveau international. Alors effectivement, la FISU, peut-être qu'on pourrait la mettre dans les fédérations internationales classiques, mais il y a toujours une dimension un peu particulière dans le sport scolaire et universitaire. Vous avez un organisme qui gère les Jeux des petits États d'Europe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais vous avez périodiquement des Jeux des petits États d'Europe où le plus gros doit être le Luxembourg, mais vous allez retrouver San Marin, Andorre, Monaco, etc., qui, entre guillemets, font des compétitions entre eux dans lesquelles ils sont un peu plus susceptibles d'obtenir des médailles qu'aux Jeux Olympiques. Donc voilà, les Commonwealth Games, c'est des sortes de Jeux Olympiques de l'Empire, de l'ancien Empire britannique, et qui sont c'est une grosse organisation tous les 4 ans. Donc voilà. Des organisations qui sont, on va dire, alors, j'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit derrière mon truc. Régulatrice. Régulatrices, merci, parce que j'avais vos têtes juste devant, qui sont régulatrices comme le TAS, le tribunal arbitral du sport, l'Agence mondiale antidopage, Sports Resolution. Sports Resolution, je ne vous en parle pas maintenant, on en parlera tout à la fin. C'est une sorte de autre TAS, on va dire. Vous avez des lobbies, des groupes d'intérêt avec des syndicats nationaux, internationaux qui essayent d'agir sur la gouvernance du sport au niveau international. Vous avez peut-être entendu parler notamment de la FIFPro, hein, de la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Vous avez ce que j'ai mis dans les divers. Alors vous me direz pourquoi il y en a qui s'appellent divers et pourquoi il y en a qui s'appellent autres. Ben, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de raison particulière, mais ça me permettait de faire un rectangle arrondi supplémentaire. Mais voilà, c'est un peu ma catégorie fourre-tout où j'ai mis les États, parce que les États, évidemment, dans certains cas, ils ont une influence très forte au niveau international, ne serait-ce que par exemple quand vous voulez organiser des Jeux Olympiques, eh bien, vous devez fournir un document par lequel l'État, la France pour ce qui nous concerne, s'engage à apporter une garantie financière à un certain niveau, etc. L'Union européenne, je ne vous fais pas un dessin, mais vous avez déjà entendu parler de l'action de l'Union européenne en matière de sport, notamment au travers de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Haussmann, l'arrêt Super League, etc. Tout ça, ça doit vous parler un petit peu. Les médias, les sponsors, les agents, les fans, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des parties prenantes. Alors, quand on est dans l'international et qu'on parle anglais, vous entendrez parler de stakeholders.
hein. Si vous entendez parler de stakeholders, ça fait partie, ça fait référence à ces parties prenantes qui ne sont pas au cœur du réacteur, mais qui voilà, naviguent dans l'écosystème. Et puis, au niveau du sport international, on a aussi une autre galaxie, très très loin, qui pour le coup s'intègre pas forcément, même si elle a des relations avec notre mouvement sportif international. Et là, on parle du modèle américain du sport, où on va avoir les ligues professionnelles, NFL, NBA, la MLS, la NCAA, qui est le sport universitaire aux États-Unis, le NASCAR, c'est l'automobile, le sport australien est aussi un peu particulier, l'America's Cup, là aussi, est tout à fait autonome par rapport aux instances classiques de la voile, le FIS, le Festival international des sports extrêmes, les X Games, le WWE, c'est le catch. Enfin bon, bref, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu à part du mouvement sportif international traditionnel tel qu'on l'entend, mais il y a parfois des interactions. Il y a des interactions entre la NBA et la FIBA, par exemple, pour gérer la participation des joueurs NBA aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Il y a des interactions entre la MLS et la FIFA pour gérer les problématiques de transfert de footballeurs entre, j'allais dire, le reste du monde et la Ligue nord-américaine. Par contre, il y a zéro relation entre le NASCAR et la Fédération internationale automobile. Vous voyez, donc là, c'est un peu du cas par cas. Donc voilà un peu la carte très simplifiée du sport au niveau international. OK, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Vous êtes déjà en PLS? Une petite question, la NOC, la NOC, vous le mettrez en association de CNO ou? Tout à fait, tout à fait. Ok. Tout à fait. Alors, effectivement, la NOx, alors, vous avez des associations de CNO au niveau continental, hein. Vous avez les comités olympiques européens, vous avez la même chose en Afrique, en Amérique, etc. Et puis, vous avez une association globale des comités nationaux olympiques, qu'il faut bien distinguer du CIO. Hein. Le CIO, on en parlera tout à l'heure, ce n'est pas l'addition de tous les comités nationaux olympiques. D'accord? Moi, Alors, j'ai une question ouais, peut-être pour illustrer aussi, peut-être Alizé et Jacques qui viennent de la Fédé de ski. Un athlète ouais. français qui participe au X Games, ça se fait en lien avec la fédération ou c'est vraiment à titre individuel que c'est organisé, enfin, X que Games, les athlètes participent? C'est totalement autonome. C'est totalement autonome. Euh, comment le Et- dire? ouais. Ouais, vas-y. Donc c'est les athlètes à titre individuel qui participent, mais la Ah oui, oui. fédération n'inscrit pas, entre guillemets, il n'y a pas de lien avec la Non, Fédération française de ski, quoi. pas à ma connaissance. Et ce qui pose éventuellement des problématiques, notamment d'assurance, parce que quand ces sportifs participent à ces événements qui sont hors du cadre fédéral traditionnel, bah, bien souvent, ils ne sont pas couverts par l'assurance qui est liée à leur licence. Et en cas de pépin, peuvent ne pas être assurés. Enfin, il y a eu un événement dramatique il y a quelques semaines, hein, avec une jeune skieuse qui s'est malheureusement tuée lors d'un événement. Alors, c'était pas les X Games, je sais plus ce que Red c'était Bull. exactement, des Red Bull quelque chose. Voilà. J'ose espérer enfin, pour elle, malheureusement, il n'y a plus rien à espérer, mais que pour sa famille, etc., que les organisateurs avaient souscrit des assurances particulières, parce que c'est à peu près certain que l'assurance liée à sa licence à la Fédération française de ski ne va pas fonctionner dans un tel cadre. Tout à fait. Ok. Et c'est pour ça, notamment, que euh, il y a des discussions et il y a des accords entre la NBA et la FIBA pour la participation des joueurs NBA aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, notamment pour des questions d'assurance. Donc dans ce cadre-là du basket, c'est régulé, c'est géré, parce qu'il y a des discussions. Je suis à peu près certain que dans le cadre des X Games, à 95%, il n'y a pas le même type d'accord, et donc c'est chaque athlète à titre individuel qui prend sa responsabilité. D'autres questions? Alors, on poursuit. Organisation générale du mouvement sportif international. Donc, quelques mots. Bon, là, je vais passer assez rapidement.
sur les différents modèles d'organisation du sport en Europe. Globalement, en France, vous avez 3 modèles de gouvernance du sport. Et évidemment, il y a des nuances à l'intérieur de chaque modèle. Il y a environ, je ne sais plus, 53 ou 55 pays en Europe. Il y a des cas, il y a des nuances. Mais globalement, on peut, parce qu'on est en France, on aime bien ça, mettre les gens dans des tiroirs. Il y a 3 modèles qui coexistent. Vous avez un modèle qu'on appelle le modèle libéral, où l'État, en fait, intervient peu. Globalement, on va retrouver ça dans les pays anglo-saxons, au Royaume-Uni, en Allemagne notamment. Vous avez un modèle interventionniste où l'État intervient beaucoup, voire beaucoup, comme en France, en Espagne. Vous avez un modèle qui est quasiment un modèle à lui tout seul, qui est l'Italie. En Italie, vous avez le comité olympique italien, le CONI, qui globalement joue le rôle également de ministère des Sports. Donc c'est vraiment un modèle qui est particulier. Et au bout du bout, ces 3 modèles constituent des sous-ensembles de ce qu'on appelle le modèle européen du sport, même si parfois c'est un peu compliqué de définir c'est quoi le modèle européen du sport. Généralement, pardon, on le définit par opposition au modèle nord-américain du sport, avec l'idée que dans le modèle européen du sport, c'est pas le business en premier, c'est le sport, même si le business peut être au service du sport, alors que dans le modèle américain, c'est le business en premier et le sport est un moyen de faire du business. Dans le modèle européen, il y a des systèmes de promotion-relégation, c'est-à-dire celui qui termine dernier de son championnat, il descend en division inférieure et inversement, on peut monter en division supérieure, alors qu'en dans le modèle nord-américain, on est dans des modèles de ce qu'on appelle des ligues fermées. Une fois que vous êtes en NBA, vous ne pouvez pas partir de la NBA, sauf si vous vendez votre franchise. Et c'est pour ça que parfois, vous avez pour ceux qui suivent un petit peu la NBA, mais c'est valable dans les autres sports américains, vous avez des équipes, des franchises, qui à la fin font exprès de perdre des matchs. On appelle ça tanker, pour ceux qui connaissent le vocabulaire, pour volontairement se retrouver dans les dernières places, parce qu'après, c'est les derniers qui sont les mieux servis dans la draft, pour faire signer ceux qui sortent du système universitaire. Donc en gros, si vous êtes très très mauvais à l'issue d'une saison, vous êtes le premier à vous servir avec les nouveaux joueurs qui arrivent sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en Europe. Donc voilà, modèle européen du sport, si vous entendez ça, souvent c'est par opposition au modèle nord-américain. Donc quelques mots sur nos voisins les plus proches. En Allemagne, donc comme je vous le disais, les pouvoirs publics interviennent très très peu dans le sport. Comme c'est un État fédéral très décentralisé, c'est surtout au niveau des régions qu'on appelle les Länder qu'il y a des politiques sportives. Donc vous pouvez avoir une politique sportive dans une région donnée, par exemple en Bavière, qui va être complètement différente de celle qui va être mise en place dans une autre région. Et souvent, c'est plutôt en relation avec les questions d'éducation. Au niveau national, le mouvement sportif, il est chapeauté par un truc qu'on appelle la Confédération olympique et sportive allemande, le Deutsche Olympisches Sportbund, pour ceux qui ont fait allemand en troisième, deuxième ou première langue. Alors quand vous avez... Romain vous filera plus tard le PowerPoint. Là, vous voyez, j'ai glissé des liens hypertextes des fois ici ou là. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, vous cliquez dessus et vous aurez plus de détails. Voilà, c'est le comité olympique allemand, mais qui, quelque part, est plus une plateforme de conseil et de prestation de services pour ses organisations membres et il intervient relativement peu. Et en principe, le sport professionnel relève des fédérations, sauf exception, en football et en handball, par exemple. Mais en général, le sport pro ne relève pas de ligue professionnelle, mais directement des fédérations en Allemagne. Au Royaume-Uni, c'est un système là aussi d'essence très libéral avec très peu d'intervention d'État, mais il y a eu les Jeux Olympiques en 2012. Donc, entre 2005, le moment où Londres a été désigné pour organiser les Jeux de 2012, et 2012,
Là, l'État s'est fortement investi, a mis beaucoup d'argent dans le sport parce que c'était un élément de prestige international. Donc, quelque part, le Royaume-Uni a rompu un peu avec sa tradition pendant une petite décennie, si vous voulez, et ça a produit des résultats assez forts en 2012. Et puis après, ça s'est redescendu parce que l'État, à nouveau, a laissé les fédérations gérer leurs affaires sans injecter de l'argent. C'est un système qui est souvent éclaté avec plusieurs fédérations selon les pays. Hein. Vous avez parfois une fédération de basket en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles, etc., avec pas forcément quelque chose ensuite qui les unit au niveau national. Et vous avez un organisme public non ministériel qui s'appelle UK Sport, qui n'est pas le comité olympique, mais qui sert d'interface entre l'État et le mouvement sportif, notamment en matière de financement. C'est eux qui gèrent tout un tas de loteries, lotos sportifs, mais vraiment focus, axé sur le haut niveau. Et UK Sport est vraiment monté en puissance donc dans la période juste avant les Jeux olympiques de 2012. Avec la particularité d'être très axé sur certaines disciplines. C'est le choix qu'ont fait les Anglais. Tout à fait, tout à fait. Plutôt que de saupoudrer, voilà. C'est ça, ils ont vraiment axé quasi les disciplines sur lesquelles ils pouvaient faire la médaille, et surtout celles où on pouvait faire beaucoup de médailles. Je pense notamment au cyclisme et tout performance cyclisme sur piste. Ils se sont dit autant qu'on mette de l'argent sur ces disciplines-là, qui vont nous rapporter beaucoup de médailles plutôt que sur d'autres. Notamment plutôt que sur les sports collectifs, où là, par essence, il y a une médaille chez les hommes, une médaille chez les femmes, et basta, quoi. Donc, tout à fait. En Espagne, là aussi, l'Espagne est un État très décentralisé, donc il y a beaucoup de compétences pour les 17 communautés autonomes, Catalogne, Andalousie, etc., etc. Et au niveau national, vous avez un Conseil supérieur des sports, qui est un organisme public, qui est distinct du comité olympique espagnol, mais qui est un organisme public qui gère un certain nombre de missions, notamment en termes de résolution des litiges dans le sport. L'Italie, je vous l'ai dit, système très particulier organisé autour du Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier. C'est un organisme, donc, qui est le comité olympique, mais qui, sous sa forme actuelle, a été créé pendant la Deuxième Guerre mondiale par Mussolini. Juste voilà, faire un petit peu d'histoire. Et donc, ils ont trouvé que ça marchait pas mal. Et ils l'ont gardé. Et c'est lui qui est chargé de coordonner tout le système sportif italien. Donc, en Italie, vous n'avez pas de ministère des Sports. Le CONI dépend du ministère des Biens et des Activités culturelles, mais voilà, c'est comme si chez nous, le CNOSF dépendait du ministère de la Culture. Vous voyez ? Mais le ministère des Biens et des Activités culturelles en Italie a très peu de pouvoir vis-à-vis du comité olympique. Il a juste l'arme atomique, il peut le dissoudre. Mais avant de faire ça, si vous voulez, il faut en faire. Voilà, en gros, sur les quelques mots que je voulais vous dire sur nos voisins et la façon dont le sport est organisé dans ces pays. Donc, je ne vais pas vous faire tous les pays d'Europe, mais voilà, je vous ai donné les principaux. Typologie des fédérations internationales. Alors, si on veut faire une typologie, il faut chercher des critères pour essayer de regrouper les fédérations internationales. Donc, c'est quoi les critères de classement d'une fédération internationale ? Donc, c'est quoi une fédération sportive internationale ? Et donc, on pourrait déjà, si on prend un peu de recul, se poser la grande question, qu'est-ce que le sport ? Donc là, bonne chance, il y a des gens qui ont essayé de définir c'est quoi le sport. Il y a des gens qui ont écrit des pavés de 1000 pages sur c'est quoi le sport, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes. Évidemment que si je joue au basket, je fais du sport. Est-ce que quand je cours tout seul dans la forêt le dimanche, je fais du sport ? Ça peut déjà plus se discuter. C'est certainement une activité physique, mais est-ce que c'est du sport ? Est-ce que quand je joue aux échecs ou au bridge, c'est du sport ? Là aussi, il y a des opinions divergentes. Sport Accord, avant d'être dissous, avait tenté de définir le sport. Donc, je vous ai mis le lien. J'espère qu'il marche toujours. Mais voilà. Bon. Après,
classer les fédérations internationales, c'est pas forcément utile en soi, sauf une fois de plus pour ceux qui font des études universitaires et voilà, qui pour des raisons purement académiques. Par contre, ça peut être intéressant si on aboutit à des conclusions ou au moins à des questions en ce qui concerne la gouvernance de ces fédérations internationales. La difficulté, naturellement, c'est de trouver des critères pertinents. Alors, un des premiers critères pertinents, ça peut être la date de création. Ça permet d'avoir une perspective un peu historique sur l'institutionnalisation internationale avec un E du sport. Donc là aussi, vous avez en gros trois périodes. Trois grandes périodes de création des fédérations internationales. Vous avez d'abord les pionniers, les fédérations internationales qui se sont créées il y a très très longtemps, au 19e siècle. Voilà, c'était les balbutiements du sport au niveau international. En général, on s'accorde à dire que la doyenne des fédérations internationales, c'est la Fédération internationale de gymnastique, qui a été créée en 1881, suivie de près par l'IRB, le rugby, en 1886, et l'ISU, le patinage, en 1892. Donc voilà, quelques, je ne sais pas toutes mis, il y a peut-être une dizaine de fédérations qui ont été créées au 19e siècle. Et puis ensuite, sur la première moitié du XXe siècle, donc globalement du début du siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou l'immédiate après-guerre, vous avez, on recense environ 36 fédérations créées sur cette période. Le cyclisme en 1900, le foot en 1904, natation en 1908, l'I2AF, c'est l'athlétisme en 1912, etc., etc. Et ça se termine après-guerre avec le hockey en 1946 et le volleyball que quelqu'un a cité tout à l'heure lors de notre petit quiz en 1947. Après, les choses se sont un petit peu, on va dire, calmées. Et puis, sur les 20-30 dernières années, vous avez des nouvelles créations de fédérations internationales, soit tout simplement suite à l'émergence de nouveaux sports qui n'existaient pas auparavant. Donc là, je peux vous citer par exemple le rafting, qui a créé sa fédération internationale en 1997. Vous avez des fédérations internationales de sport un peu plus exotiques, entre guillemets, d'un point de vue européen, naturellement. Le Muay Thai, la boxe thaïlandaise en 1990. L'IFAF, c'est la Fédération internationale de football américain en 1998. Parce que dans les années 90, il n'y a que les Américains qui jouaient au football américain. Donc, ça n'avait pas grand sens de créer une fédération internationale, mais d'autres pays s'y sont mis peu à peu. Et une fédération internationale a été créée à la fin des années 90. Et d'ailleurs, vous savez que aux Jeux Olympiques de Los Angeles, alors non pas le football américain pur et dur, mais le flag football, qui dépend du football américain, une version soft un peu du football américain, sera au programme des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et puis, vous avez aussi quelques sports, on va dire, plus controversés qui ont été créés très récemment. Par exemple, la Fédération internationale des arts martiaux mixtes en 2012. Alors, en général, le processus de création, c'est un processus classique. Voilà, on trouve quelques fédérations nationales qui pratiquent une discipline. Elles se réunissent au niveau international pour créer une fédération internationale. Mais parfois, la fédération internationale, elle est créée à la suite d'une scission, c'est-à-dire qu'il existait déjà une fédération internationale et puis il y a un petit bout qui s'en va vivre sa vie ailleurs de façon autonome. Par exemple, la Fédération internationale de biathlon a été créée en 1993 en quittant la Fédération internationale de pentathlon moderne. Vous voyez le pentathlon moderne là, qui est aux Jeux Olympiques, où on faisait autrefois 5 sports et maintenant on n'en fait plus que 4. Bon, mais à l'époque, le biathlon relevait de cette fédération et puis a pris son autonomie en 1993. Même chose, la Fédération internationale d'escalade, en 2007, s'est émancipée de l'UIAA, qui est la Fédération internationale d'alpinisme. Là aussi, pour vivre sa vie de son côté. Parfois, c'est le processus inverse. Vous avez plusieurs fédérations internationales qui se regroupent
pour n'en former qu'une seule. C'est l'exemple de la gymnastique et du trampoline qui ont fusionné en 1998. Alors, pour être plus précis, c'est la Fédération internationale de gymnastique qui a absorbé la Fédération internationale de trampoline. Mais ça a eu des conséquences aussi au niveau national, parce que suite à cette fusion au niveau international, eh ben, en France, la Fédération française de gymnastique a également absorbé la Fédération française de trampoline pour ne former qu'une seule et même fédération. OK? Alors, l'impact de la date de création, à part... Juste, Jean-Christophe, on avait une question dans le chat, excuse-moi, mon micro a été coupé. Il y a Pierre qui a interrogé sur le e-sport. Enfin, Pierre, si tu veux développer, mais je pense que tu s'interroger comment ça peut s'organiser aujourd'hui à l'échelle internationale. Mais vas-y, Pierre, si tu prends le micro. Non, tout simplement, c'est juste une question pour savoir où ça se place dans toute cette myriade de fédérations, tout ce qui est e-sport. C'est une excellente question. Et alors, je vais d'abord dire que je ne suis pas un spécialiste de l'e-sport, donc il faut prendre ma réponse pour ce qu'elle vaut. En fait, l'e-sport, c'est très particulier parce que, bon, on ne va pas débattre sur le fait est-ce que c'est du sport ou est-ce que ça n'en est pas, ça, c'est pas le sujet. Mais c'est quelque chose qui n'est pas géré, que ce soit au niveau national ou international d'ailleurs, avant tout par des fédérations au sens où nous, on l'entend dans le mouvement sportif traditionnel, mais c'est géré par des éditeurs de jeux vidéo, pour le dire simplement. Donc, si vous voulez, ça ne s'imbrique pas de la même façon. Il n'y a pas une fédération internationale des jeux vidéo ou de l'e-sport qui serait construite sur le modèle de la FIFA ou de la Fédération internationale de tir à l'arc, par exemple. Okay. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fédérations internationales qui essayent de développer en leur sein une forme de e-sport. Je pense par exemple à la FIA, la Fédération internationale automobile, qui a un programme de développement des simulations de courses automobiles. Vous avez l'Aviron, qui a aussi un programme de développement de l'aviron virtuel, en fait, où les gens ne sont pas sur l'eau, mais ils sont dans une salle et ils font une activité physique, etc., etc. Mais la Fédération internationale de tennis, par exemple, ne gère pas et n'a pas pour l'ambition, à ma connaissance aujourd'hui, de gérer des compétitions de tennis sur écran. Donc vous voyez, c'est très, très, très disparate et c'est compliqué d'avoir une réponse uniforme à cette question, mais qui est une bonne question. Il y a Thibaut qui levait la main aussi. Oui, bonjour Thibaut, du coup je participe au nom de l'UCPA, donc voilà, pas du tout de fédération sportive. Ouais. Par rapport à mes camarades, j'avais une question. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les fédérations internationales qui ont été créées sur l'entre-deux-guerres ou sur le post-Seconde Guerre mondiale par rapport potentiellement aux blocs soviétiques, etc., qui ont pu avoir? Est-ce qu'il y avait des fédérations internationales qui étaient composées majoritairement ou pas du tout? Non, alors justement, ça c'est aussi une très bonne question parce qu'on aurait pu penser effectivement qu'on est au niveau international des fédérations quelque part concurrentes. La fédération du football de l'Ouest et la fédération du football de l'Est, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Les fédérations... et alors là, quelque part, peu importe la date de création des fédérations, on a toujours eu une seule. Peut-être qu'il y a un ou deux contre-exemples qui vont exister ici ou là, mais on a toujours eu une seule fédération internationale, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ce qu'on veut, c'est pouvoir désigner le meilleur. Et pour pouvoir désigner le meilleur, il faut être capable de se confronter. Il y a eu, au moment notamment du boycott des Jeux, mais c'était très, très ponctuel. Au moment du boycott des Jeux Olympiques de Moscou par les pays de l'Ouest, les pays de l'Ouest, justement, pour certains frustrés de ne pas participer aux Jeux Olympiques, ont créé, mais c'était sous l'impulsion de je ne sais plus quelle chaîne de télé aux États-Unis, ce qu'ils appelaient les Goodwill Games, donc des jeux de la bonne volonté, ou je ne sais quoi. Bon, ça a fait un flop. De la même façon,
pendant le boycott des Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, le bloc de l'Est a créé ce qu'ils avaient appelé de mémoire les Jeux de l'amitié, qui pour le coup ne regroupaient que les pays du bloc de l'Est qui boycottaient les Jeux de Los Angeles. Mais c'est resté très très ponctuel, limité justement aux Jeux Olympiques, et il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de dichotomie fédé internationale de l'Est, fédé de l'Ouest, alors qu'on a pu avoir au niveau national des fédérations en France, par exemple la FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail, qui existe toujours aujourd'hui, c'est le sport sous l'angle, la vision communiste. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est bien moins marqué qu'il y a 60 ou 70 ans, mais voilà, on a en France, quand on parle des fédérations, je déborde sur mon thème, mais quand on parle des fédérations multisports ou affinitaires, le affinitaire, ça fait référence aux affinités politiques, religieuses, philosophiques, etc. Donc ça, oui, on le retrouvait en France, mais on ne le retrouve pas vraiment au niveau international. Mais très bonne question. Donc cette question de la date de création des fédérations internationales en termes de gouvernance, elle peut avoir un certain impact, parce que c'est toujours plus facile de changer la gouvernance ou d'être innovant dans les institutions qui sont jeunes que dans des institutions centenaires. Hein. Si vous voulez changer la gouvernance de la FIFA ou de l'UCI, bah, ça prend, voilà, c'est pas simple. Quand vous avez une fusion, par exemple la gym et le trampoline, bah, il faut nécessairement prendre en compte les autres, hein, ceux qui arrivent, parce que souvent c'est une fusion, mais où le gros mange le petit, mais n'empêche qu'il faut prendre en compte les petits dans la gouvernance. Donc par exemple, de temps en temps, pendant un certain temps, leur garder quelques sièges réservés dans la gouvernance. Et inversement, quand il y a une scission, il faut comprendre les raisons pour lesquelles elle s'est produite, pour ne pas répéter ailleurs ce qui a conduit à une scission. Donc la date de création, ça peut avoir un intérêt en termes de gouvernance. Il y a un autre critère qui peut être intéressant, c'est le critère du nombre de membres. Vous avez certaines fédérations internationales qui sont très larges, qui sont même des mastodontes. Hein, la fédération internationale qui compte le plus de membres, c'est le tennis de table, 227 membres. Alors vous avez la FIA, l'automobile, qui a 243 membres, mais qui viennent seulement de 147 pays. Parce que en général, vous n'avez qu'un seul membre par pays, mais la FIA, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parfois a plusieurs membres par exemple, il y a 4 membres français à la FIA. Bon, donc ce qui explique, voilà. Ensuite, vous avez le volleyball 222, la FIBA et l'athlétisme 214. Bref, vous avez 9 fédérations internationales qui ont plus de 200 membres, sont toutes des fédérations olympiques. Et par comparaison, le CIO reconnaît 206 comités nationaux olympiques et l'ONU a seulement 193 États membres. Pourquoi? Parce que parfois, les membres des fédérations internationales ne coïncident pas toujours avec les limites des États indépendants. Hein, et il fut un temps, c'était un peu à celui qui en aurait le plus à reconnaître des micro-confettis dans les îles dans le Pacifique, alors que ce ne sont pas véritablement des États indépendants. C'est ce qui a permis au tennis de table d'atteindre 227 fédérations nationales membres. Il faut reconnaître que depuis depuis 10-15 ans, la tendance est plutôt dans les fédérations internationales à ne reconnaître des fédérations nationales comme membres qu'à la condition que l'État soit un État souverain indépendant. D'accord ? Alors, il y a toujours des exceptions à la marge, mais en général, on n'est plus dans la recherche du record. Et puis, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus confidentielles, même au sein des fédérations olympiques. Vous avez le curling, le biathlon, hein, 63, 75 membres. Bon, ça, à la limite, ça, c'est des fédérations de jeux, de disciplines divers, donc on peut comprendre que l'audience soit plus restreinte. Mais par exemple, le pentathlon moderne, qui est un sport d'extérieur, un sport d'été, n'a que 132 membres. Bon, je ne vous fais pas toute la liste. Hein. Vous avez même des pelotes basques, 34 membres. Le bandy, vous savez ce que c'est le bandy? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est le bandy? De toute façon, soit vous savez, soit vous ne savez pas. Hein. Vous n'avez pas le deviner. C'est une sorte de hockey sur glace russe, mais avec une balle, pas avec un palet. Voilà. Bon,
Si un jour vous passez la question pour un champion, vous pourrez essayer de le ressortir. Voilà. Et puis vous avez des organisations un peu régionales où là, il y a très peu de membres, par exemple les sports gaéliques, le Malam Camp, c'est un truc indien, etc., etc. Et là, l'impact sur la gouvernance du nombre de membres, il est évident. On ne gère pas de la même façon une fédération internationale qui a 50 membres d'une autre qui en a 200 membres. D'accord ? Je prends juste un petit exemple. La FIFA, 211 fédérations nationales membres. Et donc, vous avez 23 pays qui sont des pays FIFA, mais qui ne sont pas des pays au sens de l'Organisation des Nations Unies. Par exemple, vous avez l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Angleterre, qui sont 4 fédérations nationales membres distinctes admises au sein de la FIFA, alors qu'à l'ONU, vous avez uniquement le Royaume-Uni qui est membre de l'ONU. Puis vous avez alors j'ai mis mais rugby parce qu'en rugby c'est encore plus particulier. Vous avez l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, mais l'Irlande du Nord joue avec l'Irlande. Vous voyez, donc ça c'est des considérations historiques. Vous avez à la FIFA la fédération tahitienne de football. Comme vous le savez, c'est un territoire français d'outre-mer qui n'est pas indépendant, mais la fédération tahitienne de football est membre de la FIFA, alors que la Réunion, par exemple, n'est pas membre de la FIFA. Mais la Réunion est membre de la Confédération africaine de football et participe à la Coupe des champions africaines. Et puis vous avez une dizaine d'îles des Caraïbes qui sont des dépendances soit des États-Unis ou du Royaume-Uni, qui ont une fédération nationale affiliée à la FIFA, mais qui ne sont pas membres de l'ONU. Inversement, vous avez 9 États qui sont membres de l'ONU, mais qui ne sont pas membres de la FIFA. En général, c'est des micro-États, notamment des îles de l'Océanie ou des États européens, comme Monaco. Monaco, en football, n'est pas membre de la FIFA. Monaco est intégré à la France. Mais vous allez avoir d'autres disciplines où Monaco est affilié à la fédération internationale correspondante. Donc voilà, tout ça c'est en général des fruits de l'histoire. Hein. C'est pas des décisions qui sont très très récentes. Alors, parlons un peu du Comité international olympique. Là, vous pouvez reprendre le klaxon. Donc j'arrête de partager. Et vous allez commencer par me dire, à votre avis, combien il y a de membres du CIO. Normalement, je vous ai ouvert la question. C'est déjà 7h30. On va déborder un peu, je vous préviens. Hein. Je peux faire jusqu'à quelle heure, Romain Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à 45, non, jusqu'à 45 ça va 45, allez. Vas-y, 45. Ouais, 45. Si j'en vois un qui tombe, j'arrête. Du coup, j'ai un doute si notre à minimum, vous avez les ordres de grandeur. Attends, je vais partager. Enfin, non, remarque la réponse, tu vas la donner sur la slide. Non, j'ai un doute, c'est chiffré à jour du coup. J'ai repris le quiz l'année dernière. Mais bon, dans les grandes échelles, on sera bon. Allez, encore 30 secondes. Après, je coupe. Ça s'affiche pas, moi, ce qu'il faut. Ouais, non, c'est normal, c'est normal. Ah, d'accord. Là, si je vais juste afficher un taux de progression, ça va pas. D'accord. Ça va pas nous être. Allez, hop, je coupe. Je partage. Hop. Ouais, c'est bon. On a 57% de bons répondants
Pour répondu 104 membres du CIO. Ah, vous êtes pas mal quand même. Vous êtes pas mal. Bon, alors, évidemment, la bonne réponse, elle n'est pas proposée parce qu'on n'a pas mis le truc à jour. Mais la bonne réponse, c'est 109. Donc ça va. Vous êtes dans le bon ordre de grandeur. Donc la bonne réponse, c'est 109. Donc 47% 47 pardon, femmes, pas 47%, 109 donc 47 femmes. Donc ça, la parité n'est pas tout à fait atteinte, mais elle progresse parce que l'année dernière, là, sur 104 de mémoire, il y en avait 40 ou 41 femmes. Donc ça progresse gentiment. Donc, juste pour mémoire, une fois de plus, hein, les membres du CIO, ce ne sont pas les fédérations internationales, ce ne sont pas les comités nationaux olympiques, ce sont des personnes physiques, hein, comme vous et moi. Enfin, comme vous et moi, pas tout à fait, mais voilà. Donc, ce sont des personnes physiques qui sont membres du CIO. Question suivante. Combien y a-t-il de membres français du CIO? Et si vous pouvez me donner leur nom en plus, alors là, c'est que du bonheur. J'arrive. Ah, mais tu as des propositions à leur donner, c'est ça? C'est bon. Non, là, c'est un board. Là. Pareil, vous mettez un post-it. Vous pouvez mettre le nombre si vous voulez dans le post-it, mais si vous avez les noms, c'est encore mieux. Voilà. Je vais partager. Fenêtre, c'est celle-là. On nous propose du Martin Fourcade. Donc, ouais, vous pouvez poser un post-it avec le nombre et un post-it avec des prénoms. Ouais. Des noms, pardon. On a du Martin Fourcade, on a du Tony Estanguet, on a du David Lapartien. Avec un P ou deux P. Il y a deux, hein, en vrai. Tony Estanguet, je pense qu'on va avoir un choc générationnel avec un qui va être oublié. Non, il n'a pas été oublié. Oh, aucune idée, il est pas mal celui-là. Ouais, il a vu. Bon, on est pas mal. Il m'en manque un. 7 membres, non. Il y en a 5. Hein. Je vous donne la bonne réponse, c'est 5. Mais il m'en manque un. C'est pas le plus connu, évidemment. J'ai Alors, je vais vous donner un indice. Le premier, c'est que c'est le président de la Fédération internationale Ah oui, c'est d'aviron. bon, Alors, vous n'avez c'est pas un le droit, podcast évidemment, de de dirigeants de chercher demain. sur. Voilà. Ah non, Jean-Claude Killy, il ne l'est plus. Il l'a été, oui. Roland, tout à fait. Oui. Tout à fait, qui a un magnifique prénom, Jean-Christophe Roland. Donc voilà, effectivement. Et le dernier à avoir été Celle-là est pas élu membre facile. du CIO, c'est Tony Estanguet, qui a été élu là cet été. Le prince Albert, je vous rappelle qu'il est monégasque et que, oups, c'est une marque de basket. Voilà. Donc, non, mais vous n'êtes pas mal du tout. Donc, effectivement, 5 membres français du CIO. Guy Dru, dans l'ordre d'apparition à l'écran, Guy Dru en 96, Jean-Christophe Tu peux Roland en remettre 2000. le partage, Jean-Christophe? Oui, alors attends. Pas de souci. J'en profite, oui, placement de produit. Vous avez un très bon podcast de Jean-Christophe Roland qui a été réalisé pour Dirigeants de demain, qui revient sur son parcours Il est très bon, d'athlète Jean-Christophe jusqu'à la Roland. présidence de la Fédé internationale. Ouais. N'hésitez pas à l'écouter. Franchement, c'est quelqu'un qui est très bon. Donc, toc, toc. Voilà, combien de membres du CEO? Toc, toc, toc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la présidente. Alors, j'ai vu 0 femme. Oui, parmi les 5 membres français, il y a 0 femme. Par contre, nous avons maintenant une présidente du CIO, Kirsty Coventry. Donc, combien et qui sont les membres français du CIO? Guy Dru, donc 96, Jean-Christophe Roland en 2017, David Lapartien en 2022, Martin Fourcade 2022 et Tony Estanguet 2024. Dernière question sur ce thème. Quel pays a le plus de membres au CIO? C'est à vous. Hop, et c'est de nouveau un quiz. Et je l'ai ouvert.
Ouais, Encore je 30 pense qu'on peut. secondes. Ouais. On arrive au bout. Quasiment tout le monde a répondu. Oui, il manque moi-même, c'est normal. Allez hop, je coupe. Ah, les résultats sont plus mitigés. Je vais partager, bougez pas. Hop, 20% de bons répondants. 20% nous ont dit la France, 45% nous ont dit les USA, 15% nous ont dit la Suisse, 15% nous ont dit la Grèce, 0% nous ont dit l'Italie et 5% nous ont dit l'Allemagne. Et c'est bien Eh bien, la France. effectivement, la bonne réponse, c'est bien la France avec 5. Donc, je vais vous montrer, là, j'ai mis à jour parce que ça a bougé par rapport à l'an dernier, comme il y a eu des élections cet été. À chaque Jeux olympiques, en fait, qu'ils soient d'hiver ou d'été, il y a un petit renouvellement des membres. Donc, la France avec 5. Ensuite, vous avez 3 pays qui ont 4 membres, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Espagne. Et vous en avez 3 qui ont, vous avez 5 qui ont 3 membres, la Chine, l'Allemagne, l'Italie, la Suède et le Japon. Voilà, donc la Suisse, je crois qu'ils en ont plus que 2. Ils en ont eu plus, mais là, ils en ont plus que 2. La Grèce, je crois qu'ils en ont qu'un seul. Enfin, voilà, donc là aussi, quelques idées reçues. On dit toujours que la France n'est pas bonne à se placer dans le mouvement sportif international, mais force est de constater qu'au moins au CIO, c'est pas mal, même si David Lapartien n'a pas réussi à être élu président il y a 2 mois de ça. Allez, Il y a une question ouais, d'Amandine. question d'Amandine. Oui, bonjour, je me permets juste, c'est quoi les conditions en fait pour pouvoir y Être membre. entrer? C'est une très bonne C'est question. C'est flou, c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Non, il n'y a pas vraiment de conditions. En fait, il faut. Alors, il y a un certain nombre de membres qui doivent être des présidents de fédérations internationales. Donc, par exemple, David Lapartien, Jean-Christophe Roland, ils sont de ce quota-là, on va dire, des présidents de fédérations internationales. Vous avez un certain nombre, 15 aussi, je crois, qui doivent être des anciens athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques, j'ai plus en tête, mais dans les 3 dernières Olympiades. Et c'est de ce quota que viennent Martin Fourcade et Tony Estanguet. Vous avez le quota aussi des présidents de comités nationaux olympiques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de membres français qui relèvent de cette catégorie. Et puis vous avez des gens, ils sont rien du tout, mais ils ont postulé et ils ont été élus par la session du CIO, c'est-à-dire par l'Assemblée générale du CIO. Donc c'est les membres du CIO qui admettent des nouveaux membres. Ce n'est pas les fédérations internationales qui désignent ou quoi. Donc là, c'est des gens qui ont certaines auras. En gros, la question, c'est est-ce que vous pouvez apporter quelque chose au mouvement olympique international? Et là, on a des profils qui sont assez variés. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Yeo. Ça vous parle, Michel Yeo? Donc, Michel Yeo, c'est une actrice. C'est une actrice de Malaisie. Alors, je ne sais pas si vous Tigre et Dragon, si ça vous parle, vous irez regarder. C'est pas mal comme film. James Bond aussi. Elle a fait James Bond aussi, elle a fait un James Bond aussi. Alors, La accessoirement, musique cinéma. c'est l'épouse de Jean Todt, l'ancien président français de la Fédération internationale automobile. Et voilà, elle a été cet été élue membre du CIO. Donc, il n'y a pas vraiment de critères formels à remplir. Par contre, il y a un certain volant de places qui sont réservées à certaines catégories. Alors, donc, la question... Appris. Question suivante. Bon, ceci est le drapeau de quel État? Là, juste levez la main et dites-moi s'il y en a qui savent, comme ça. Le Vatican? Tout à fait, c'est le drapeau du Vatican. Et la question subsidiaire, de quelle fédération internationale le Vatican est-il membre? Ça, c'est moins facile. Et les petites nations? Non, non, c'est des fédérations internationales tout à fait classiques. Alors, on va pas lancer... Pardon? La FIFA. Non, Oui. non, c'est pas idiot, hein. Mais c'est pas la FIFA. Il y en a 2. On nous Je vous le propose donne. l'escrime. Comment? On nous propose l'escrime. Non, c'est pas l'escrime.
les hallebardes, parce que les gardes suisses, ils ont des hallebardes. Non, le Vatican est membre de l'UCI, l'Union cycliste internationale, et de la Fédération mondiale de taekwondo. Ne me demandez pas pourquoi, comment ça se fait, mais toujours est-il que c'est le cas. Bon, alors, c'est juste pour, là aussi, pour l'anecdote, pour respirer un petit peu. Alors, on va terminer en 2-3 slides par les derniers critères de typologie des fédérations internationales. Donc, évidemment, on peut prendre la question du budget. Vous avez des énormes différences entre ce qu'on peut appeler la classe des privilégiés, qui ont un budget annuel supérieur à 2 milliards de dollars. Alors, des fois, c'est des dollars, des francs suisses, des euros. Bon, grosso modo, tout ça, c'est à peu près pareil. Donc là, vous avez la FIFA, l'UEFA. Vous avez ce qu'on appelle la classe moyenne supérieure, qui ont un budget annuel entre 50 et 150 millions de dollars. Là, on va retrouver la FIA, l'automobile, World Rugby, le basket, l'athlétisme, le tennis. Ensuite, la classe moyenne, qui a un budget annuel entre 10 et 50 millions. Là, vous avez le hockey sur glace, le ski, le cyclisme. Et puis après, ce qu'on pourrait appeler les prolétaires, qui ont un budget annuel inférieur à 10 millions de dollars, pentathlon moderne, le tir à l'arc, l'aviron, etc., etc. Il faut savoir que parfois, les fédérations internationales ont un budget inférieur et sont moins staffées que certaines de leurs fédérations nationales. Hein. Aujourd'hui, la Fédération française de gymnastique compte une soixantaine de salariés à peu près. Au niveau international, la Fédération internationale de gymnastique, c'est moins d'une vingtaine de salariés à temps plein. Parce que souvent, les fédérations internationales, elles régulent, elles organisent des congrès, elles attribuent l'organisation de compétitions internationales, mais elles n'organisent pas en direct elles-mêmes les compétitions. Elles attribuent l'organisation à des fédérations nationales. Donc bien souvent, et on le retrouve en termes de budget, vous avez des fédérations internationales qui ne sont pas si énormes que ça, évidemment, quand on compare à des FIFA ou à des World Rugby. D'accord ? Et puis, il y a beaucoup de différences aussi selon les sources de revenus. Il faut se poser la question, est-ce que la Fédération internationale, elle a un événement majeur très rentable ? Évidemment que si vous organisez une Coupe du Monde de football, c'est relativement rentable. Une Coupe du Monde de rugby, la même chose. Est-ce que votre événement majeur, il est annuel, comme la Champions League de l'UEFA, ou est-ce qu'il est tous les 4 ans, comme les JO, la Coupe du Monde de la FIFA, auquel cas, en termes de budget, ça n'a pas toujours grand sens de prendre un budget sur une année, il faut toujours prendre un cycle de 4 ans, parce qu'il y a un gros pic l'année de l'organisation, et puis ensuite ça baisse, et ça remonte, etc. Donc il faut toujours prendre en charge le cycle de 4 ans. Est-ce que la fédération, elle a des sponsors? Est-ce qu'elle a des droits télé? Est-ce qu'elle a des mécènes? Tout ça, ça a un impact évident sur la gouvernance. Je vais vous donner un exemple. La Fédération internationale d'escrime, en 2008, je crois, a doublé son budget, qui est passé, je crois, de 5 à 10 millions d'euros, ou de 6 à 12, quelque chose comme ça, parce qu'est arrivé à la présidence de la Fédération internationale d'escrime un oligarque russe, qui est aussi intervenu en tant que mécène. Il a doublé le budget de la Fédé internationale grâce à sa fortune personnelle qu'il a mis à disposition de la fédération. Alors sur le moment, c'est sympa, sauf que quand ça s'arrête, quand il s'en va, le monsieur, et surtout quand il est sur le coup de sanctions suite à ce qui se passe en Ukraine, bah, ça plombe un petit peu les comptes, ça plombe un petit peu la gouvernance. Donc voilà, toutes ces questions de budget ont évidemment des conséquences sur la gouvernance des fédérations internationales. La question de la position au regard du CIO et des autres organisations internationales de groupement est intéressante. Donc, je vous l'ai dit, vous avez plusieurs organisations au niveau international qui vont fédérer les fédérations internationales. Alors, le CIO, comme je vous l'ai dit, les fédérations internationales n'en sont pas membres, mais n'empêche que être une fédération internationale qui a une discipline aux Jeux Olympiques ou qui simplement est reconnue par le CIO, c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, vous avez 76 fédérations
qui ont un statut olympique. Parmi elles, 43 gèrent un sport olympique. Vous avez 35 pour l'été, 8 l'hiver. Donc ça fluctue selon les éditions des Jeux olympiques et des disciplines qui sont au programme. Et vous avez 37 fédérations qui sont non pas qui ne gèrent pas de discipline olympique, mais qui sont reconnues par le Comité international olympique. Ensuite, ces fédérations internationales, on les retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein d'organismes qui les fédèrent au niveau international. Donc, vous aviez 96 fédérations qui étaient membres de la GAISF, qu'on appelait aussi Sport Accord, mais qui donc s'est dissoute en novembre 2022. Vous en avez 35 qui sont membres de la SOIF, donc l'Association des fédérations olympiques d'été. Vous en avez 8 pour l'hiver. Vous en avez 40 qui sont membres de l'Association des fédérations qui ne sont pas des fédérations olympiques, mais qui sont reconnues par le CIO, la FIA, bowling, etc. Et puis, vous en avez 20 qui sont membres de l'organisme de celles qui ne sont pas reconnues par le CIO. Et là, on va retrouver le mini-golf, le Dragon Boat, le kendo, les fléchettes, etc., etc. Voilà. Je vous ai mis la liste des présidents de ces différentes organisations, et puis vous avez des liens hypertextes pour cliquer, pour aller sur leur site web, si jamais vous avez envie d'aller voir de plus près ce qui s'y passe. Ce qui est important de savoir, c'est que les fédérations qui sont reconnues par le CIO, peu importe qu'elles aient un sport aux Jeux olympiques ou pas, elles doivent respecter certains standards en matière de gouvernance. D'accord ? Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi en termes d'organisation. De la même façon, toutes les fédérations qui reconnaissent le comité international, enfin qui sont reconnues, pardon, par le comité international olympique, elles doivent adopter le code mondial antidopage, donc respecter les règles qui découlent du code mondial antidopage. D'accord ? Donc ça, si vous êtes une fédération que vous ne gérez pas un sport olympique, mais que vous demandez au CIO d'être officiellement reconnu par lui, ben ça implique certaines obligations, donc respect du code mondial antidopage et le respect, là aussi il y a un lien hypertexte, vous irez regarder, des Basic Universal Principles of Good Governance, donc des standards, on va dire, de bonne gouvernance des fédérations internationales qui ont été mis en place par le Comité international olympique. D'accord ? Donc, la position par rapport au CIO a un impact sur leur gouvernance. Donc, juste 2 mots sur l'antidopage. Donc, depuis 2003, c'est obligatoire de reconnaître l'Agence mondiale antidopage depuis 2003. Donc, aujourd'hui, le Code mondial de l'antidopage est adopté par toutes les fédérations nationales reconnues par le CIO, puisque c'est obligatoire. Et les dernières à l'avoir fait, c'est l'UCI, l'Union cycliste internationale, juste avant les Jeux d'Athènes en 2004, et la FIFA, juste avant la Coupe du monde de football de 2006. Et puis, même le Code mondial antidopage, il a été adopté par quelques fédérations, même en dehors du mouvement olympique. S'agissant du tribunal arbitral du sport, dont on dira quelques mots le 12 juin, il n'est pas obligatoire au sein du mouvement olympique, sauf pour le dopage, parce qu'il est obligatoire d'après le Code mondial antidopage. Et comme le Code mondial antidopage est obligatoire dans le mouvement olympique, il en découle que vous devez avoir recours au TAS en matière de dopage. Donc, les dernières reconnaissances au sein du mouvement olympique, c'est l'athlétisme en 2001 et la FIFA en 2002. Mais vous avez encore quelques fédérations internationales, par exemple le volleyball, par exemple la FIA, l'automobile, qui limitent leur reconnaissance du tribunal arbitral du sport à ce qui est purement obligatoire, c'est-à-dire le dopage. Et pour le reste, il se passe volontiers du TAS. Et la FIFA reconnaît le TAS, mais dès lors qu'une suspension n'est pas supérieure à 4 matchs ou 3 mois, il considère que le TAS n'est pas compétent. Donc le TAS n'est compétent dans le
dans le système du football international que pour les sanctions disciplinaires dès lors qu'elles dépassent 4 matchs ou 3 mois. Dernier critère, les missions exercées. Donc, chaque fédération internationale a des missions centrales. Évidemment, établir les règles du jeu, du sport considéré, agir en tant que législateur, donc pondre des règlements pour organiser la pratique, promouvoir le sport et faire respecter leurs règles au travers d'un pouvoir disciplinaire. Donc ça, dans toutes les fédérations internationales, vous avez ces missions qui sont exercées. Et puis ensuite, vous avez, selon les besoins, selon les sports, des missions qui sont choisies. Par exemple, est-ce que j'organise moi-même la compétition internationale, la FIFA qui organise directement la Coupe du Monde, ou bien je délègue à un organisateur local? Est-ce que je régule le sport à un niveau international, par exemple en matière de transfert de joueurs, en matière d'équipement? En rugby, vous ne pouvez pas être licencié simultanément dans 2 pays différents. D'accord? Ce n'est pas possible. Si vous voulez passer de France à Angleterre, vous devez obtenir une lettre de sortie, etc. Vous ne pouvez pas être simultanément licencié dans 2 pays. En tennis, c'est tout à fait possible. Bon, c'est un choix qu'ont fait les fédérations. Est-ce que les questions de business sont gérées en interne par un service marketing, etc., dédié, ou bien est-ce que c'est externalisé à des agences? Pour la résolution des litiges, est-ce qu'il y a des mécanismes internes ou est-ce qu'on tourne vers des mécanismes externes du type TAS, etc., etc. Donc tout ça, ça va dépendre des fédérations internationales qui ne sont pas toutes organisées de la même façon et qui n'exercent pas toutes le même type de mission. Dernière slide, et je me promets, je m'arrête là. On pourrait imaginer plein d'autres critères pour classer les fédérations internationales et qui vont avoir un impact sur leur gouvernance. Est-ce que la fédération, elle gère une seule ou plusieurs disciplines? On parlait du ski tout à l'heure. Ce n'est pas la même chose quand on est la fédération internationale de ski et qu'on gère du ski de fond, du ski alpin, du saut à ski, etc., que quand on est la fédération de badminton qui ne gère que le badminton. La sociologie des pratiquants, ce n'est pas la même chose quand vous êtes un sport à maturité très jeune ou très tardive, ou au contraire, qui a une large plage de pratique. En fonction des revenus aussi, vous ne gérez pas de la même façon le polo, qui est un sport plutôt élitiste par rapport à des sports plus accessibles. Est-ce que la Fédération internationale a mis en place des politiques spécifiques en matière de promotion des femmes? À cet égard, vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder du côté de l'UCI, l'Union cycliste internationale, et je ne dis pas ça parce que c'est David Lapartien qui en est le président, mais non seulement l'UCI a mis en place une politique d'accès des femmes à la pratique du cyclisme, mais a aussi une politique active de promotion des femmes dans la gouvernance au travers des élus, mais aussi dans la gouvernance au travers des salariés. Et l'UCI s'est vu décerner il y a, je ne sais plus, 2-3 ans, un label de type ISO en matière de promotion des femmes dans la gouvernance. Les systèmes électoraux, comment sont élus les personnes, les langues officielles, est-ce qu'il y a un secteur professionnel, est-ce qu'il y a des confédérations continentales, qui a la propriété des événements? La FIFA est propriétaire de la Coupe du monde de football. La FIA n'est pas propriétaire de la Formule 1. La FIA régule la Formule 1 au niveau sportif, mais le business est fait par le détenteur des droits qui ensuite les vend à Netflix. Vous voyez, donc c'est un modèle qui est complètement différent et qui a un impact en matière de gouvernance. Est-ce qu'il y a des paris sportifs? Est-ce qu'il y a eu des récents scandales? Voilà. Est-ce qu'il y a des acteurs concurrents? On parlait tout à l'heure en ski là, des X Games. Bon, bah, vous avez des disciplines, le tir à l'arc, il n'y a pas de concurrent, il y a une fédération internationale de tir à l'arc. Vous avez d'autres disciplines où il y a des concurrents, entre guillemets, privés. Est-ce qu'il y a des relations avec les organisations internationales de type ONU, UNESCO, Union européenne, etc. Donc tout ça, ça peut avoir une influence sur la gouvernance des fédérations internationales. Voilà
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai été trop bavard. Je ne vous ai pas laissé assez parler. J'ai largement débordé. Vous êtes tous en hypoglycémie. Mais voilà. Donc, j'espère que c'était à peu près intéressant et compréhensible. On a encore 2-3 minutes pour une ou deux questions pour la route, si vous voulez. Ouais, n'hésitez pas. Pas de main qui se lève. C'est que Non, mais tout on va était pas les clair. forcer. Hein, Mhm. voilà. On Bon, se bah, écoutez. revoit de toute façon le 12 juin. Si d'ici Ouais. là, il y a la moindre question, vous n'hésitez Vous pas à me hésitez. la poser. Voilà. Comme ça, on commencera le 12 avec ces questions-là. Je vais essayer de vous mettre en ligne le replay si vous voulez voir certains passages particuliers. Je vais essayer de le mettre en ligne cette semaine. Ce n'est pas uniquement entre mes mains, mais je vais essayer de le faire. Et évidemment, on se retrouve le 12 sur le même lien pour continuer nos échanges sur ces sujets-là. On reviendra notamment sur l'implantation des FI, leur rôle, voilà, différents sujets qu'on a pu commencer à aborder aujourd'hui et qu'on traitera plus profondément la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre attention. Bonne Merci soirée Jean-Christophe. et à dans 10 jours. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci à vous deux. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Christophe. Eh bien, de rien, Romain. Bon, voilà. Non, mais très bien, ça roule. Hein. Voilà, débordé comme d'hab, mais ça c'est. T'as dit quoi? Débordé comme d'hab, mais c'est un grand classique. Non, il n'y a pas de souci. Ok, bon, ben on se revoit le 12. on se revoit le 12. Ça marche. Merci Allez, à toi. bonne soirée. Bonne Salut. soirée.